On en sait à présent un peu plus sur les enjeux de la guerre de succession et la potentielle descendance de Beyond Netero, mais beaucoup de choses restent à décrypter et à comprendre. Salut à tous, c'est Avoc, bienvenue dans cette review du chapitre 402 d'Hunter x Hunter. Un chapitre qui nous replonge dans l'ambiance et le style classique de Togashi depuis le début de l'arc de la guerre de succession, avec des intrigues politiques complexes et de multiples situations imbriquées les unes dans les autres. Un chapitre dense qui montre la situation sous l'angle de nombreux princes, mais qui semble distiller des informations importantes et faire avancer l'histoire significativement, même si cela peut paraître ne pas être le cas au premier abord. En effet, je perçois dans ce chapitre comme une volonté de changement de rythme, avec, comme nous allons le voir, différents événements qui montrent une possible accélération dans cette guerre de succession, en la menant peut-être à une fin à laquelle on ne s'attend pas forcément. Le chapitre commence dans la chambre du troisième prince Zanglai, qui apprend que s'il était le dernier prince en vie avec Wobble et Tsubepa, ces derniers accepteraient qu'il monte sur le trône. Zanglai récompense le garde lui ayant donné l'information en lui offrant une deuxième pièce issue de sa bête de naine. Il explique l'avoir gardée avec lui 10 jours, mais n'ayant pas senti d'effet particulier, il décide de se mettre à distribuer les pièces. On voit qu'il est assez discret sur ses capacités et souhaite comprendre le pouvoir de sa bête de naine. Entre-temps, Tsubepa, le cinquième prince, est mise au courant de l'accord avec Wobble et Kurapika, ce qui semble lui faire plaisir. Elle comprend que Tserednich n'est pas digne de confiance. Rappelez-vous au gala lors du chapitre 362, ils avaient proposé de se revoir une semaine plus tôt et de travailler ensemble, mais Tserednich lui a fait faux bond. Tsubepa a maintenant espoir que Benjamin, qui par sa position a la plus grosse force de frappe parmi les princes, se focalise plutôt sur Zanglai. Il se passe alors quelque chose d'intéressant. La bête de naine de Tsubepa semble se réveiller au moment où elle signe le traité de paix. On a maintenant assez d'informations sur les bêtes de naine pour voir que leur pouvoir, même si on ne les connaît pas encore tous, permet d'exercer une sorte d'influence sur les gens, ce qui d'ailleurs est confirmé quelques pages plus tard avec la bête de naine de Luzurus, le septième prince. L'un des gardes de Benjamin, Rihan, le propriétaire de Predator qui, rappelez-vous, a permis d'éliminer le 8e prince Salé, suppose alors que la bête de Tsubepa aurait un pouvoir conditionnel. Par exemple, plus Tsubepa a d'alliés, plus elle se renforcera. On retrouve ensuite ce cher Balsamilko, chef de la milice du prince Benjamin, qui cache dans sa chaussure une arme secrète, la souche d'une maladie indétectable qu'il compte utiliser pour assassiner le 9e prince Alkenburg, qui est, rappelez-vous, une priorité pour Benjamin, étant donné l'incident ayant mené à la mort d'un des membres de sa garde rapprochée, Shikaku. Pour moi, cette information est déjà une preuve que la guerre de succession passe à la vitesse supérieure. En effet, Balsamilko dans les précédents chapitres était plutôt présenté comme une éminence grise, quelqu'un qui réfléchissait beaucoup avant d'agir, sans doute un des meilleurs stratèges sur le Black Whale. Le voir passer à l'action de lui-même et prendre autant de risques dans une telle mission d'assassinat est donc une preuve d'une précipitation probable des événements à venir. Togashi nous emmène ensuite dans la chambre du quatrième prince, essayant sur son tapis de course de battre son record de temps passé en Zetsu. Salkov, son garde et collègue de Theta, est impressionné et insiste sur le don du prince pour le naine, encore un indice pour montrer l'anormalité et la dangerosité de Tserednich. On apprend aussi que Salko est né avec le Zetsu et est donc probablement, comme Longi au chapitre précédent, un des enfants cachés de Beyond Netero. Il remarque que la bête de naine de Tserednich peut activer son pouvoir alors qu'il est en état de Zetsu, ce qui est en soi une anomalie dans le système de naine. Cette insistance sur le don du quatrième prince ainsi qu'une relecture des précédents chapitres donne quelques indices sur une potentielle affiliation entre le prince et Netero au vu de leur ressemblance physique mais aussi de leur puissance avec le naine, et également si on regarde un peu en arrière au chapitre 387 lorsque Tserednich découvre son pouvoir de vision dans le futur où il se retrouve dans un paysage quasi paradisiaque, un champ de fleurs magnifique qui rappelle ce que l'on pouvait apercevoir lors des attaques de la déesse Canon de Netero. Tout ceci est peut-être mis en place par Togashi comme une fausse piste, mais reste considérable. Tserednich se méfie toujours plus de Benjamin et demande à ses gardes de surveiller Senritsu. Senritsu que l'on retrouve justement dans la suite du chapitre, entouré de Kasho, tout du moins il faut le rappeler de la bête de naine de Kasho qui a pris son apparence suite à sa mort. Elles sont accompagnées par Kaiser, membre haut placé de l'administration judiciaire, qui s'est pris d'affection pour Senritsu suite au concert. En discutant de la situation de Fugetsu qui semble maudite et malade, elles se rendent compte en observant son dos qu'elle a probablement été attaquée par une capacité laissant une marque de piqûre, l'ayant rendue dépendante de son pouvoir de téléportation. Après discussion, ils parviennent à la conclusion que c'est le 7e prince, Luzurus, qui a probablement, sans même peut-être le savoir, implanté une malédiction sur Fugetsu à l'aide de sa bête de naine qui serait capable de rendre les gens dépendants, addicts comme à une drogue dont est friand Luzurus, de quelque chose qu'ils affectionnent, par exemple pour Fugetsu, son pouvoir de téléportation via le tunnel, qu'elle apprécie car cela lui rappelle les meilleurs moments de son enfance avec sa sœur. La malédiction risquant de tuer Fugetsu si rien n'est fait, un plan est proposé par Kaiser pour identifier le coupable. Se rendre un à un dans la chambre de tous les princes, Fugetsu ne pouvant se téléporter que dans des endroits qu'elle a déjà visités. Le prétexte trouvé est la remise d'une lettre factice en main propre, rédigée par Kaiser, faisant office de testament du prince Kasho.
Cette lettre contient de vraies informations conservées par le département de la justice, mais présentées de telle manière à semer le plus possible la discorde parmi les autres princes. Ce plan permettra de faire d'une pierre 3 coups. Aider Fugetsu, permettre un accès direct à la chambre des autres princes en cas de besoin, et détourner leur attention tout en semant le chaos. A noter que Senritsu se méfie toujours de Kaiser dont les intentions sont incertaines. Toutefois, il semble vouloir sincèrement aider Fugetsu et rendre le monde meilleur. Une première lettre est d'abord donnée à Benjamin qui semble surpris par sa banalité. Kaiser l'observe et comprend qu'il souhaite, de par le souci qu'il se fait pour la recherche du corps de son garde Mousse, tué rappelons-le par Camilla, se servir de la loi martiale pour exercer une plus grande autorité sur les règles de la justice et augmenter son influence. Cela rejoint les idées mentionnées dans ma vidéo au sujet de Benjamin, selon laquelle il compte se servir au maximum de son influence politique et militaire pour s'emparer du trône, en jouant surtout défensivement dans un premier temps. La tournée de remise des lettres au prince continue et parvient jusqu'à Luzurus lui-même qui fait preuve de compassion envers sa petite sœur et d'un esprit critique mettant en valeur son intelligence. Il comprend d'emblée qu'il peut s'agir d'une stratégie pour semer le chaos et préfère se poser comme observateur. A son retour dans les couloirs, Fugetsu croise Basho qui utilise son Hatsu pour la débarrasser des esprits qui la hantent, prolongeant son espérance de vie. Le chapitre se termine sur des informations plus que décisives. La lettre adressée au 9e prince Alkenburg serait une véritable bombe. Des informations compromettantes sur Benjamin et Tsiridnitch, tout comme une explication de l'origine réelle de la naissance d'Alkenburg. Kurapika semble être mis au courant et se rend compte dans la dernière scène du chapitre avec stupeur de tout ce que cela peut signifier. Ce chapitre très dense, très politique, très technique, montre que Togashi est bien de retour. La guerre de succession semble rentrer dans un rythme nouveau qui, espérons-le, ne précipitera pas une fin trop rapide. Plusieurs indices montrent que la situation sur le Black Whale risque de dégénérer de manière imminente. L'accélération du plan d'action de Balsamilko, les révélations faites dans les lettres au prince, la volonté de Tsubepa de créer des alliances décisives et l'attitude de plus en plus méfiante de Tsiridnitch. Que veut également réellement Kaiser? Si son attachement pour Senritsu et Fugetsu semble sincère, les battements de son cœur indiquent toujours qu'il y a certainement anguille sous roche. Peut-être est-il manipulé par une bête de naine ou a-t-il prêté allégeance à un autre prince, qui aurait donc mainmise sur le département de la justice. De mon côté, je verrais aisément Pariston superviser la justice, lui qui se fait si discret ces derniers chapitres et depuis le début de l'arc, pour s'assurer d'une position discrète mais centrale entre les princes. Senritsu et par extension Kurapika devront se montrer très prudents. Kurapika qui se retrouve lui-même dans une situation inconfortable et qui peut toujours s'empirer. S'il s'avère en effet qu'Alkenburg est bien le fils de Beyond, ce qui est une option que j'avais évoquée dans la précédente vidéo d'analyse du chapitre 401, est rendu possible par plusieurs signes comme son intelligence supérieure et sa difficulté à s'intégrer parmi les autres princes depuis sa naissance, alors Kurapika se retrouvera, de par son alliance avec Longhi et Tsubepa, opposé au prince qui lui ressemble sans doute le plus moralement et qu'il aurait le plus intérêt à voir monter sur le trône. Les chapitres suivants devront apporter des éclaircissements sur les motivations réelles des princes et leurs principales cibles. Des affrontements sanglants vont certainement bientôt commencer, surtout une fois que la tentative d'assassinat de Balsamilko sur Alkenburg lors du procès aura lieu. Son issue pourrait être déterminante dans la suite. Enfin, quant aux enfants de Beyond et à quel prince pourrait être son fils, que se passerait-il si Beyond avait finalement eu plusieurs enfants? De mon côté, je verrais bien Alkenburg et Tsiridnitch, voire Wobble, enfantés par Beyond pour qu'ils puissent générer différentes options et différentes personnalités parmi les princes. Je vous parlerai de tout ceci plus en détail dans une prochaine vidéo. En conclusion, ce chapitre 402 nous emmène vers de nouveaux horizons incertains qui sans doute amèneront à une fin surprenante comme sait si bien le faire Togashi. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager si cela vous fait plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut à tous.